fais cette vidéo, c'est pour vous faire un petit vlog lecture. Et vu qu'on commence le mois avec le challenge de A Book and a Cup, j'avais envie de me faire un petit challenge en mode et si je me faisais un vlog justement en mode on tabasse les séries parce que j'en ai énormément et donc ça serait pas mal de les avancer un petit peu, voire de les terminer pour certaines. Donc vous allez me suivre dans ce vlog lecture. Et du coup, je vous reprends pour vous parler de mes lectures. J'ai du coup lu Omega Amphitrite, le tome 2, et je suis plutôt contente. Donc si vous avez suivi Omega Amphitrite, on est sur un Omégaverse, avec ici un Oméga et ici un Alpha. Dans le premier tome, justement, celui-ci, en fait, a changé de vie, vu son ancienne relation qu'il avait eue avec un Alpha qui s'était très mal passé. Donc quand il est allé dans... il a changé de vie et il s'est fait passer maintenant pour un bêta grâce à des médicaments, comme ça les alphas ne sentent pas son odeur d'oméga. Et donc du coup il cache sa situation à son patron qui est lui-même un alpha, mais il y a une certaine alchimie, il y a une certaine attirance entre les deux, et donc on va voir cette attirance éclore évidemment dans le premier tome. Je ne vous spoil pas ce qui se passe, mais celui-ci, il est pour moi un chouïa mieux parce que je trouvais qu'il y avait un peu moins de smut que dans le premier, parce que dans le premier, ce qui déclenche la découverte entre guillemets du fait que ce soit un oméga, c'est qu'il va avoir des chaleurs énormes et donc forcément là ils enchaînent le smut. Mais j'avoue que c'est pas une histoire non plus qui m'a transcendée parce qu'il y a énormément... Alors j'adore par contre le fait qu'on traite énormément du genre et de tous les préjugés et stigmates qu'il y a autour de ça, parce que dans cet univers là en fait il n'y a pas de femmes, il n'y a que des hommes. Par contre, il y a 3 classes, il y a les alphas, donc ce qu'on pourrait accessoirement dire un peu comme les hommes. On a les bêtas, qui sont des personnes neutres, entre guillemets, et on a les omégas qu'on pourrait assimiler actuellement à tous les préjugés qu'on a sur les femmes, puisque ce sont elles justement qui peuvent enfanter la vie, et donc qui ont des pics d'hormones et tout ce qui s'ensuit, leur chaleur, et vous avez compris. Donc j'ai énormément aimé par contre ce parallèle qui est fait avec le genre et tous les préjugés, les clichés qu'on peut avoir autour, mais je vous avoue que je suis même pas sûre que je vais garder ce bouquin, enfin cette duologie du coup, parce que ça se lit très vite, c'est page turner, mais c'est pas non plus une histoire qui me restera longtemps dans la tête. Je commence la saison et du coup, ça y est, je commence enfin mes premiers jours en tant que libraire et je suis très contente, je vous avoue. Et j'ai pu profiter du coup des services presse, j'ai un petit peu fouillé, on m'a dit oh, là t'as tous les services presse, tu prends ce qui t'intéresse. Donc j'en ai pris pas mal, mais là du coup j'en ai pris un et je l'ai lu comme par hasard. Ils avaient que celui-là, donc j'étais en mode c'est le destin. Je m'étais arrêtée au 3, donc là, qu'est-ce qui cloche chez la secrétaire Kim, donc le tome 4. On est sur un webtoon avec à la base une femme justement qui est la secrétaire d'un... je sais pas s'il est PDG ou pas, enfin bref, d'un gars dans une grosse boîte. Et il doit se trouver une femme, sauf qu'il se rend bien compte qu'il n'arrive pas à se trouver une femme qui lui correspond parce qu'il... Voilà, même si c'est un héritier et tout, il a un caractère de cochon. Et il va se rendre compte que sa secrétaire, il a un passé en commun avec elle. Et c'est surtout qu'en fait, il se rend compte que par je ne sais quelle magie, alors que toutes les secrétaires le fuyaient parce qu'il justement il est insupportable, elle arrive à jouer avec justement ses sauts d'humeur et qui il est avec son mauvais caractère. Donc ils se disent, mais potentiellement ça pourrait être une femme, ma future femme, puisque si elle arrive à me gérer dans la vie professionnelle, dans la vie personnelle, pour un peu ça marcherait aussi. Donc il va y avoir un petit rapprochement entre les deux, et comme je vous ai dit, ils ont un passé en commun que je peux pas trop vous dévoiler, sinon je vous fais un peu le speech. Mais là du coup on approfondit ce passé en commun, et on a les révélations qui sont censées, enfin les deux personnages découvrent certaines choses. Enfin il y en a un qui sait mais l'autre ne savait pas tout. Donc j'ai hâte du coup de lire le tome suivant pour voir où on va. Hey, recoucou! Alors je vous prends pour vous parler du coup de la suite. Ma semaine m'a roulé dessus avec mon nouveau travail, forcément ça a été un petit peu compliqué. Donc j'ai pas pu trop vous reprendre, j'ai essayé de filmer quelques petits moments par-ci, par-là, mais je pense pas que ça a été
vraiment des vraies belles prises. De toute manière, vous le savez, je suis pas très fortiche en vlog, mais j'essaye d'en faire de temps en temps pour justement potentiellement m'améliorer. Donc je vais vous parler plutôt de mes lectures, vous êtes là pour ça. Donc j'ai terminé Peau d'âme, le tome 2. Je suis très contente parce que du coup j'avance très bien dans le challenge de A Book and a Cup qui nous fait un... C'est quoi le titre? C'est... serial, série, starter ou challenge, je sais plus c'est quoi le nom, bref. Et donc du coup là c'est un tome 2 et c'est une duologie, donc ça veut dire que ça finit aussi une saga, donc ça me fait encore plus de points. Peau d'âme, si vous ne connaissez pas, on est sur une réécriture du mythe ou du conte de Peau d'âne, très clairement. Et dans le premier, on avait une fin qui te laissait entendre que voilà, on était sur un female rage. On est sur une princesse dont son père, le roi, veut absolument un héritier, parce qu'il ne veut pas d'une héritière, il veut un héritier. Donc quand sa femme va mourir en couche parce qu'elle n'a pas supporté de porter un autre enfant que son premier enfant et qu'elle va mourir avec ce garçon, il va évidemment reporter toute sa frustration sur sa fille en lui faisant comprendre qu'elle n'est pas assez bien, tatati tatata, jusqu'à vouloir justement la matrixer, la faire rentrer dans une espèce de comportement très malsain. Il veut absolument qu'elle ressemble à sa mère, qu'elle soit plus mince, qu'elle soit plus douce, qu'elle soit plus ceci, qu'elle soit plus cela. Et donc on a toute une phase d'emprise dans le premier tome qui est très dure à lire, je vous avoue, on est sur quelque chose d'assez sombre. Et donc au bout d'un moment, quand sa fille va se rendre compte qu'en fait il fait tout ça, non pas parce qu'à la base il voulait la marier à quelqu'un d'autre, mais en fait il veut se marier à elle, puisqu'il a dit qu'il n'épouserait pas une femme qui ne soit pas à la hauteur de son ancienne femme, justement, donc de la mère. Là, elle pète un câble et elle va aller voir une fée qui va l'aider à justement à sortir de tout ça. Et on est sur un female rage très important. Et bref, donc on a tout un développement dans le premier tome avec des personnages emblématiques comme le fou qui va un petit peu aider la princesse. On a du coup aussi un chevalier qui s'avère être un bâtard et donc on va un petit peu voir en mode Jon Snow son évolution, c'est assez chouette. Et on a une des cousines aussi de la protagoniste qui va aider, voilà. Et donc dans ce tome 2, eh bien, on retrouve ces personnages et on voit leur avancée. Je peux pas trop vous en parler sans spoiler, mais il est question de malédiction, de personnes qui se transforment en bêtes et tout, bref, c'est super bien comme histoire, mais c'est très sombre et très dur à lire. On n'est clairement pas sur quelque chose de doudou, de mignon et de tranquille. Donc je suis bien contente d'un côté l'avoir lu pour voir un peu ce genre, mais j'avoue que ça ne fera pas partie de mes meilleures lectures. C'est pas quelque chose dont j'ai pris plaisir à lire, très clairement non. Et voilà, c'est... Mais je voulais avoir le fin mot de l'histoire quand même, je voulais savoir où on allait aller. C'est un conte, mais c'est un conte sombre, on n'est pas du tout... dans les Disney, on est plutôt du côté des frères Grimm avec des morts, des trucs atroces. Voilà, on est plus dans un Game of Thrones très clairement que dans quelque chose de joyeux. Donc, j'ai bien aimé. C'est pas un titre que j'arriverai facilement à conseiller en mode oh Lisa, tu vas voir, tu vas trop aimer. Non, il faut quand même bien s'accrocher. Par contre, autre titre pareil que j'ai écouté en audio et je suis très contente parce que ça me finit encore une fois une saga. J'ai écouté le tome 4 de Season, donc un été pour te retrouver. Donc dans le premier, c'est un automne pour te pardonner. On est avec une fille qui se fait bully par un gars quand elle était au lycée et qui va se retrouver être l'avocat de celui-ci puisqu'il est accusé de meurtre. Je l'ai détesté ce premier tome. Le deuxième tome, on est sur une jeune fille qui est une patineuse artistique professionnelle et qui veut absolument participer aux Jeux Olympiques et gagner sa médaille d'or. Voilà, elle va se retrouver en partenaire avec l'ancien champion olympique et mondial qui lui est maudit. À chaque fois qu'il est avec une nouvelle partenaire, il leur arrive un accident et elles sont gravement blessées, donc il a très peur d'avoir une nouvelle partenaire. Il veut arrêter sa carrière parce qu'il a l'impression d'être maudit. Donc on va voir à eux leur histoire que j'ai adorée. Ensuite on a le tome 3, Un printemps pour te succomber, où on est sur une jeune fille qui avait un ex hyper toxique et qui est tombée enceinte et qui a préféré fuir la relation. Voilà, et des parents qui n'acceptent absolument pas la situation de leur fille, qui est une mère célibataire, qui n'est pas mariée et tout, parce qu'on est quand même sur une famille assez riche, assez bourgeoise, et donc ils n'acceptent pas trop ça. Magnolia, du coup, tient une petite boutique de fleurs, qui est son rêve, sauf qu'elle a une petite fille de 3 ans, si je ne me trompe pas, et bien là, elle n'arrive plus justement à joindre le debout, donc elle va demander à ses parents de l'aide, vu que ses parents sont assez riches. Ils vont leur dire, très bien, on accepte de donner de l'argent, mais à condition que tu te remettes avec ton ex et que vous vous mariez, parce que la situation ne leur convient pas, voilà. Sauf qu'elle ne veut absolument pas, et elle va mentir en disant qu'elle a déjà quelqu'un, qu'elle a déjà un fiancé. Et par un concours de circonstances, elle va se retrouver en pensant faire une prestation pour un futur mariage en face de Camille, un gars qui est PDG de plusieurs applications et entreprises qui tournent autour du sexe. Et donc, il a un peu un délire de millionnaire
bad boy, voilà, hyper sexy, toujours dans les scandales, nanani, nanana. Plusieurs sextapes à lui ont fuité sur un peu un Kardashian, vous voyez, sur internet. Et donc, quand il va se retrouver en date, enfin, c'est pas vraiment en date, mais en rendez-vous avec elle, eh bien, il va dire écoute, on pourrait faire semblant d'être ensemble. Et donc, c'est ce qui va se passer. Ils vont se faire un faux mariage pour que d'un côté, lui, la presse arrête de le saouler, et d'un côté, elle, ses parents la laissent tranquille aussi. Donc j'ai adoré forcément le personnage de Camille, c'est un green flag au possible, je l'ai trop kiffé. Et donc là on arrive sur ce tome 4, donc en fait à chaque fois vous suivez un couple différent, mais en fait elles font toutes partie de la même bande de copines. Donc dans ce tome 4, on est sur Jasmine, une jeune fille qui a eu une très belle première relation avec son ex du coup Andrea, qui ont été ensemble du lycée jusqu'à leurs années de fac. Mais il y a un événement dont on ne connaît pas l'existence qui fait qu'ils se sont séparés et de manière assez brutale. Et donc là, on se retrouve 3 ans plus tard, après la rupture. Donc l'ami d'Andrea et la meilleure amie du coup de Clémentine, parce qu'à la base c'était une pomme de pote, se marient et donc ils vont se retrouver au même mariage ensemble. Mais elle ne veut absolument pas arriver seule parce que, eh bien, elle se dit que arriver au mariage de leur amie sans personne, sans cavalier, ça va faire tâche, surtout devant son ex, vu que c'est elle qui organise le mariage, vu qu'elle est wedding planeuse, c'est qui vient accompagner. Elle décide du coup de choper le premier gars beau gosse sur la place et elle lui dit écoute, j'ai besoin d'un faux mec pour un cavalier pour le mariage d'un ami, est-ce que tu acceptes? Et donc il finit par accepter et du coup on va avoir justement à la fois la relation d'Andrea et de Jasmine qui va prendre une place importante, mais on va aussi justement avoir une place importante de Ezra, du coup le faux petit ami, qui va d'abord être un ami et peut-être que justement au fur et à mesure qu'il va être plus. Cette histoire, je l'ai trouvée très belle, très réaliste, très touchante et elle m'a beaucoup parlé, même si apparemment elle n'a pas plu à tout le monde parce qu'elle ne se finit pas comme on s'y attend. Je comprends certains pourquoi la frustration du pourquoi du comment au niveau du plot twist, mais moi je vous avoue que je n'ai pas eu du tout ce ressenti. J'ai bien aimé et justement j'ai aimé que ça prenne son temps de revenir sur les cicatrices de tout le monde, le pourquoi, du comment. Ça parle de sujets très importants comme justement les femmes, le fait de vouloir ou non enfanter, c'est un droit, ce n'est pas une obligation, ça ne fait pas de nous une femme de vouloir des enfants. Enfin voilà, il y a des sujets comme ça qui sont traités, comme le deuil, comme la dépression, comme les ruptures aussi bien sentimentales que familiales, la pression sociale, la pression familiale, enfin bref, il y a plein de sujets qui sont traités justement au niveau des rêves, de la liberté, de vouloir être soi, de se retrouver. Bref, moi je l'ai adoré, franchement, je l'ai dévoré en quelques jours, je l'ai mis en audio quand j'étais en pause déj et franchement ça, il m'a fait un petit quelque chose, vous avouez, il m'a placé une petite brique dans mon cœur, donc j'ai beaucoup apprécié. Donc voilà, comme je vous ai dit, au niveau là des lectures audio que j'ai pas mal enchaînées cette semaine. J'ai commencé aussi des lectures en papier. J'ai commencé Vampire Ennemi, le tome 2, et j'ai aussi commencé Campus Driver, le tome 2. Donc je vous en reparlerai dès que j'aurai fini. Je vais vous reprendre du coup pour vous parler des avancées dans mes lectures. J'ai fini encore une saga. Oh, je suis contente là, je suis dans un bon mood depuis une semaine. Donc, enfin un peu plus d'une semaine là, on est à peu près 10 jours. Donc voilà, j'avance bien, je suis contente. Aussi bien dans mes sagas que dans mes challenges. Au début ça a été très compliqué les 3 ou 4 premiers jours du mois. Parce que comme je vous ai dit, j'ai repris un nouveau travail. Donc c'était assez dur, mais là ça va, je suis contente, j'enchaîne. Donc, du coup, j'ai lu le tome 2 de Vampire Ennemi qui s'appelle Les Princes des Ténèbres. On est sur une duologie de Laetitia Tran. Donc, voilà, comme ça, je suis très contente. J'ai fini cette saga. On est sur un urban fantasy avec des vampires, des loups-garous et des sorciers. Et là, on est dans une ville où il y a 2 cartels qui s'affrontent, puisqu'on est dans un univers de mafia. On a d'un côté le cartel noir, qui est le cartel des humains, et on a de l'autre côté la faction d'or, qui est plutôt le cartel des vampires. Même si c'est pas exactement ça, puisqu'il y a des humains et des vampires des deux côtés, mais on va partir à peu près sur ça. Du coup, dans le premier tome, on voit comment le second du cartel d'or, donc des humains, devient l'originel, donc devient le novice du chef de la faction d'or, donc
le chef de l'autre cartel, comment il devient à la fois son âme sœur et puis eh bien son originel, en fait, son nouveau-né, on peut se dire, puisque c'est lui qui va le transformer en vampire, parce que circonstances obligent, nanana, et comment leur relation va être très conflictuelle, justement, parce que vu qu'ils sont ennemis de base, c'est un peu compliqué, voilà. Dans ce tome 2, on suit du coup d'autres personnages qui sont introduits dans le tome 1. On suit Hiro, qui est du coup le second de la faction d'or, donc c'est un vampire, le second de Deus qu'on a vu dans le premier. Et on suit Cory, qui lui est un calice, c'est-à-dire que c'est un humain qui se soumet à la loi des vampires et qui est, entre guillemets, il a un contrat, il est employé par les vampires de la faction d'or pour servir de frigo. C'est pas le bon terme, mais en gros, voilà, il peut à la fois faire des échanges de sang et des échanges sexuels. Voilà, c'est un peu une comment dire, parapapéticienne, voilà, mais parapapéticienne de luxe, puisque justement, lui, il a l'anneau d'or de Deus, le chef, puisque c'est un peu son calice personnel, on va dire. Et donc là, son second, très clairement, se montre de plus en plus agressif dans le tome 1, et là, évidemment, dans le tome 2, ça arrive à son paroxysme, parce qu'on comprend assez vite que Hiro a des sentiments pour Cory, et que Cory a des sentiments pour Hiro, sauf que Hiro étant un vampire déjà depuis plusieurs centaines d'années, et non, même pas, je crois qu'il dit qu'il a quel âge, 120 ans, je sais plus. Enfin bref, est déjà un vampire assez mature, dirons-nous, et qu'il a déjà eu une âme sœur, il se refuse tout simplement à aimer quelqu'un d'autre, puisque normalement les liens d'âme sœur, il n'en a qu'une, et lui il a déjà perdu son âme sœur il y a 60 ans, parce que justement il a été tué, donc du coup il voudrait se venger dans cette vie-là maintenant, et c'est ce qu'il fait d'ailleurs depuis 60 ans. Il tue toutes les personnes qui ont un lien de près ou de loin avec la mort de son âme sœur. Et donc voilà, c'est quelqu'un qui est assez renfermé sur lui, qui est dans la douleur, dans le chagrin, qui est assez froid, assez dur. Et on a à côté Cory, qui est vraiment le sunshine, qui est le gars jovial, nanani, nanana. Et donc on a ces deux-là qui vont se percuter et qui vont se faire du mal et en même temps se faire du bien. J'avoue qu'il y a une scène qui m'a un peu en mode gros red flag, j'étais pas du tout contente de la voir là. C'est expliqué, mais moi je ne cautionne pas. Après, le fait qu'on ait des liens d'âme sœur, bah forcément tout est pardonné entre guillemets. J'avoue, j'ai un peu de mal avec ça. Mais bon, sinon on n'aurait pas de happy end. D'ailleurs, j'ai pas trop compris au niveau du happy end. Alors j'imagine que c'est parce qu'elle a voulu mettre des scènes bonus dans les reliés par rapport au brochet. Mais du coup, on a une fin avec un épilogue du point de vue de Deus qu'on a eu dans les premiers tomes. Donc je me suis dit, yes, on va les retrouver. Donc potentiellement, on aura un tome 3 avec justement les 4 points de vue. Et au final, après, j'ai 3 ou 4 chapitres bonus justement du point de vue de Hiro et Cory. Entre guillemets, 1 mois et 3 mois plus tard. Et j'aurais préféré que ce soit dans l'autre sens en fait. J'aurais préféré que, vu que la fin se finit un petit peu abruptement, j'aurais préféré qu'on ait d'abord les chapitres bonus et après qu'on ait l'épilogue d'un autre point de vue, puisque l'épilogue du point de vue de Deus nous emmène quelque chose qui va se passer, une guerre très clairement, avec d'autres factions, donc potentiellement un tome 3. Donc voilà, j'ai bien aimé, c'est très smutty, on va pas se mentir. Mais c'est pas, ça m'a pas non plus transcendé, vous voyez, j'hésite à les garder en fait. Parce que d'un côté, ça s'est dévoré, c'est hyper addictif, ça se lit très vite, ils sont très beaux, hein, on adore ça. Mais j'ai pas non plus été super emballée, donc j'hésite. Et comme je vous le disais, je crois dans la dernière capsule où je suis venue vous faire un petit récap, un petit update, j'ai commencé du coup Campus Driver le tome 2, je n'ai pas annoncé. Non, très clairement, nous sommes à 125 pages, donc une dizaine de chapitres, ouais, je suis au chapitre 11. Donc Campus Driver, si je vous fais un résumé, on est sur une romance universitaire avec, au lieu d'avoir des sportifs, nous avons des chauffeurs, voilà. C'est une bande de 4 ou 5 potes, 5 potes je crois, qui ont chacun une très belle voiture, et pour l'entretenir, vu que ça coûte cher d'entretenir des très belles voitures, ils ont décidé de créer une application où en fait ils font chauffeur comme ils sont à l'université. En plus, ça permet aux étudiants d'avoir un moyen de transport en plus que les bus et tout ça. Et évidemment, comme ce sont des merveilleux mecs hyper beaux gosses et tout, en plus ils ont des groupies qui évidemment veulent coucher avec eux à tout l'haricot. Dans le premier tome, on suit Lane et Louis, les petits jeux de mots de CS Squill, on adore toujours, qui ont chacun leur vécu, leur passé, et qui du coup vont se rencontrer et vont s'aimer évidemment. Là, on va suivre Donovan, qui est un peu le fake book friend, et justement, lui, il en a marre, puisque là, cet été, il s'est passé un drame à la fin du tome 1, et qu'il y a des répercussions là sur le tome 2. Il y a un deuxième drame qui lui arrive justement durant l'été avec sa sœur, et donc il se rend compte de l'image qu'il renvoie, et ce n'est absolument pas ce qu'il veut pour lui. Donc il va demander à une amie
de celle du tome 1 qui a une coloc, si elle pourrait pas lui donner des conseils justement pour qu'il devienne un parfait petit boyfriend. Sauf que elle, c'est une énorme liseuse de romance et évidemment elle a un fan club, enfin elle a un club de lecture avec lequel elle parle énormément justement des book boyfriend, et donc lui il va lui dire vu que tu en lis énormément, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour devenir le parfait petit ami. Et donc voilà, elle va devenir un petit peu son coach, pas en séduction pour le coup, mais un petit peu quand même, parce que c'est comment réussir à séduire sans être un gros bof. Parce que séduire, ça il a pas de problème, mais par contre comme c'est un énorme queutard, il ne se souvient même pas de la dernière fille avec qui il a couché. Plusieurs d'ailleurs des filles qui l'accostent parce qu'ils ont déjà eu des rapports sexuels, à chaque fois Carrie du coup la prota qui est avec lui là, elle rigole en mode mais tu sais même pas quel est leur prénom quoi. Et lui il est en mode on a couché une fois ensemble mais voilà quoi. Donc on a ça, et de l'autre côté on a Carrie qui justement, comme je vous ai dit, elle c'est une grosse liseuse de romance, mais à côté elle n'a pas de vie personnelle, de vie sociale, de relations avec des garçons, et elle n'a pas beaucoup d'amis d'ailleurs. Et elle a une famille justement assez particulière, de ce que j'en ai compris pour le moment. Ses parents ont divorcé et sa mère est en dépression depuis qu'ils ont divorcé, parce que je crois que le père a soit trompé sa mère ou soit est parti avec une fille plus jeune. Bref, la relation et la dynamique familiale n'est pas au top. Donc voilà, et là on est sur le petit moment où j'ai rigolé, parce qu'à chaque fois justement elle fait des jeux de mots ou des clins d'œil avec les prénoms, et ils découvrent qu'ils ont tous les deux le même nom de famille. Ça d'origine polonaise, là je sais plus... Wolanski, voilà, ils s'appellent tous les deux Wolanski, parce qu'à un moment, donc il y a quelqu'un qui interpelle Wolanski dans le bar, et donc les deux se retournent, et donc le gars répond en mode qu'est-ce que tu me veux, et l'autre en face lui dit mais c'est pas à toi que je parle, c'est à elle. Et du coup Donovan se retourne vers elle en mode parce que tu t'appelles aussi Wolanski. Et elle est en mode bah ouais, la preuve que tu t'intéresses pas aux femmes qui sont en face de toi, parce que tu sais même pas comment je m'appelle, enfin tu sais pas mon nom de famille, et tu t'es même pas remarqué qu'on avait le même nom de famille. Donc voilà, c'est assez drôle, petit clin d'œil. Vu que je sais que c'est elle la prota et que c'est lui le prota, le clin d'œil est énorme et génial. Parce que s'il se marie, si un jour il se marie, il n'y a même pas besoin de changer les noms. Ils sont les mêmes. J'adore. Franchement, c'est la petite touche d'humour comme ça que Cell School, elle arrive à distiller un petit peu de temps en temps et qui font du bien. C'est hyper rafraîchissant. J'aime bien. Je vous avoue qu'après d'aller... Et justement, vous voyez, j'enchaîne un petit peu. Après Podam, je me suis lu Un été pour te retrouver, qui était beaucoup plus smooth, léger, quoique non, il y avait quand même deuil et tout, c'était assez ardos sur certains sujets, mais c'est quand même une romance un peu plus légère. Là, après, enchaîner la mafia et tous les vampires, clac, on se prend une petite romance encore de... Moi, j'adore. Franchement, je trouve que c'est un bon rythme, juste comme d'alterner entre les deux, donc je suis assez contente de moi. Et évidemment, dès que j'ai fini, je vous fais un avis final. Hier soir, j'ai absolument pas avancé sur Campus Driver. J'avoue que j'avais un peu la tête pas à ça, et du coup j'ai regardé pas mal de vidéos, passé un petit moment sur le stream de Mirazonchi pour voir un petit peu le week-end à Nîmes, et j'ai avancé un petit peu mais pas des masses, donc du coup j'ai fait un petit peu le code tri. Je me suis mis à de la lecture, mais surtout à du manga, comme ça j'ai avancé. J'ai réussi, au lieu d'avoir 1000 pages, à avancer jusqu'à 940 pages, donc je me dis bon, pour un week-end à Lille, on n'est pas si mal comme ça. Et puis de toute manière, vu que c'est des emprunts que j'ai fait à la librairie, je pourrais directement comme ça les rendre demain, quand je reprendrai le boulot. Voilà, je vais pas les garder longtemps chez moi. Donc j'ai avancé sur Frieren. Donc comme j'avais lu le tome 1 le mois dernier, je me suis dit voilà, comme ça j'avance mon saga, on reste dans le challenge pour avancer nos séries. Donc j'ai lu le tome 2, le tome 3 et le tome 4. Et je vous avouerai que je reste sur le même avis que sur mon dernier update. Alors, plus ça va justement, plus on approfondit la protagoniste, plus ça va et plus on apprend aussi à connaître les autres personnages et ça devient intéressant. Mais j'ai un peu du mal avec tout le succès que ça a eu autour, parce que je trouve ça lent en fait, je trouve ça mou et j'arrive pas à adhérer. Donc si vous n'avez pas vu mon premier update sur le tome 1, on est sur l'histoire de cette jeune fille qui est une elfe et qui en fait est immortelle, très clairement. Bon, elle n'est pas vraiment immortelle, mais elle a une espérance de vie évidemment beaucoup plus importante que la nôtre, parce que vous voyez, malgré qu'elle ressemble à une enfant, elle a déjà plus de 1000 ans. Et il y a 10 ans du coup, quand on arrive dans le premier tome, 10 ans ont passé et on arrive à la fin en fait d'une quête. Ils ont sauvé le monde du roi des démons. Et donc ils sont acclamés et tout et tout. J'espère que vous n'allez pas attendre 30 parce qu'il y a des travaux à côté de moi et donc ils sont en train d'avoir des grosses machines et tout, mais je vais être assez rapide.
Du coup, ils ont sauvé le monde du royaume des démons. Pendant 10 ans, ils ont mené cette quête. Et elle, du coup, elle part, puisque après cette quête, c'est bien joli, mais elle va pas rester là. Et sauf que ses amis à côté, ses 3 compagnons, eux, sont mortels. On va avoir Himmel, le guerrier, qui va mourir. Elle va revenir 20 ans plus tard, justement après sa mort, pour se rendre compte qu'en fait, il est mort et que pour elle, c'est passé comme un battement de cils, 20 ans, mais non, chez les humains, 20 ans, c'est quand même assez important. Ensuite, on a un deuxième compagnon, donc lui, c'est 7 ans après la mort d'Himmel, qui va lui aussi, du coup, commencer à vieillir. Et comme il a une apprentie, il demande à son elfe de la prendre sous son aile pour qu'elle apprenne la magie, parce qu'il se rend bien compte que c'est une mage, donc c'est ce qu'elle va faire. Donc elle va voir son deuxième ami mourir. Et ensuite, il va y avoir, il est où, le nain, je ne sais plus, qui pareil, lui aussi a un apprenti. Donc du coup, elle va récupérer elle, et ensuite son nain ami va lui demander d'aller récupérer celui-ci qui est aussi son apprenti, parce que lui aussi vieillit. Et il se rend bien compte qu'il a plus les capacités et que ça serait cool qu'il vive de belles aventures. Donc voilà, on a ce petit groupe qui se forme comme ça. Et elle aussi, du coup, elle voit qu'elle perd de plus en plus de personnes qu'elle a connues. Et c'est assez triste et en même temps, vu que justement, elle n'a pas du tout les mêmes notions du temps, elle n'a pas les codes des humains et tout, on n'arrive pas, en tout cas moi je n'arrive pas à m'attacher du tout à la protagoniste. Et je trouve ça assez triste parce qu'elle vit énormément de choses qui sont un peu difficiles. Et en fait, on a fait aussi pas mal de flashbacks, justement, des retours, des allers-retours en arrière et en avant, pour justement, à chaque fois qu'il lui arrive une aventure avec ses nouveaux compagnons qui sont juste là, on a un retour justement sur qu'est-ce qui s'est passé pendant sa quête des 10 ans pour tuer le roi démon. Et donc, je trouve ça intéressant, mais j'avoue que j'arrive pas à m'attacher au personnage. Là, on a un nouveau gars qui se rajoute pendant juste ce tome-là et qui va s'en aller à la fin de ce tome dans la troupe. Donc c'est intéressant, on s'attache petit à petit plus aux personnages secondaires qu'à elle. Donc voilà, j'avoue que j'ai bien aimé, mais sans plus, et j'en ai parlé à ma meilleure amie qui elle aussi m'a dit qu'elle l'a regardé en animé et qu'elle n'a pas réussi à s'attacher, alors que son petit copain, lui, il a kiffé, et je me dis, c'est pas grave, je passe à côté, au moins je sais de quoi ça parle, je pourrais le vendre potentiellement à des personnes, si elles aiment justement plutôt les récits d'aventure contemplatifs, où ça prend son temps justement de construire les relations entre les personnages. C'est ce que je vous conseille, mais si vous voulez quelque chose avec énormément d'action et tout, même si on en a un petit peu là dans un des tomes justement, parce que dans celui-ci on va affronter des démons, c'est pas ce manga-là que je vous conseillerais si vous voulez de la grosse bastonnade. Du coup de mes dernières lectures. J'ai bien avancé, j'ai même terminé du coup Campus Driver. Je sais plus si je vous en avais fait un résumé, mais bon, normalement vous connaissez un petit peu. On est sur une romance universitaire, mais au lieu d'avoir des sportifs cette fois-ci, on a des garçons qui ont inventé une application, vu qu'ils ont des belles voitures, pour faire chauffeur taxi avec leur belle caisse. Donc on a ça pour le speech des protagonistes, et en face, dans ce tome-là, on a une fille justement qui est une bouquiche, et donc du coup on adore parce que le prota qu'on a là, Donovan, va venir vers elle pour lui demander de la faire devenir le meilleur petit ami possible, et donc du coup elle va se servir de toutes les romances qu'elle a lues, de tous ses livres, pour lui dire écoute, il faut faire ci, ça, 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 il faut pas faire ça, 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 et évidemment à force ils vont se rapprocher. J'ai énormément aimé, on a beaucoup d'humour. Ils ont le même nom de famille, c'est juste truculent justement de voir qu'il appelle Madame Wolanski, parce que lui aussi s'appelle Wolanski, donc du coup il y a toujours ce petit jeu, vu qu'ils se jouent un petit peu tous les deux au chien et à la souris.
il l'appelle Madame Volonsky, autrement dit la sienne, alors que non, c'est pas sa femme, mais bref, on adore, j'ai énormément aimé. J'ai aussi apprécié le fait qu'on voit un peu plus aussi d'autres personnages tout autour. Franchement, j'ai kiffé, j'ai kiffé, j'ai kiffé. Par contre, je suis disappointed parce que déjà, nous avait vu le coup dans le premier, on n'a pas pu voir la relation de Carter, un des copains, se faire avec Becca. Et là, on a la même chose qui va se passer avec Adam. Je suis toujours dans le déni, je veux que Adam et Carter ont leur propre tome. Là, je sais du coup que le tome 3 va être sur Lewis, et ça me saoule parce que c'est un des personnages que j'aime le moins. Et je sais que le tome 4 et le tome 5, ça part sur d'autres personnages. On n'est plus dans cette bande de potes-là, donc je suis très chafouin, mais je suis très contente. J'ai passé un très bon moment, j'ai énormément ri. Les deux, ils s'envoient des pics à trop l'arigot. Exactement l'humour de CS School qu'on recherche, donc je suis contente. Et en plus, ça me fait avancer à fond dans une saga, donc que demande le peuple? Évidemment, comme vous le savez, maintenant je travaille en librairie, donc je n'ai pas pu m'empêcher de commander mes dernières sorties et de les lire aussitôt reçues. Donc j'ai acheté le manga Your I'm a Soulmate, le tome 7. On est sur l'histoire d'une jeune fille qui recherche le grand amour, mais qui va pas le trouver là où elle pensait, puisque avec sa meilleure amie, elles vont aller en boîte de nuit, elles vont s'acopiner avec... Enfin, sa meilleure amie va s'acopiner avec un gars, et donc du coup, elle, par dépit, va se retrouver avec l'autre gars, et l'autre va se moquer d'elle, parce que évidemment, elle cherche le grand amour avec un grand A, puisque... elle a une idée fixe, son premier amour était tellement génialissime qu'elle voudrait quelque chose d'aussi bien. Bref, on a toute une histoire, et donc du coup, il va lui dire, bah écoute, pas de soucis, je vais t'aider à trouver l'amour avec un grand A, sauf qu'évidemment, là aussi, on a une relation qui va se nouer entre les deux, et voilà, on a une petite romance. Là, on est sur plus la relation de couple, justement, maintenant on est au tome 7, donc ils aménagent ensemble. On a la relation aussi avec la famille, comment ça se passe, puisque lui, là, il va rencontrer sa famille à elle, ses parents. Donc c'est mignonnet, ça prend son temps, c'est chouette, et on avance. J'aime beaucoup à voir comment ça va continuer, s'il y a énormément de tomes, maintenant que la relation commence à s'installer. Est-ce qu'on va avoir des dramas dans tous les sens, ou est-ce qu'on va peut-être partir sur les autres personnes de la salle? J'ai aussi lu du coup le tome 7 de Demoiselle Lapine et le grand méchant léopard. J'adore, c'est vachement le type de webtoon qui me fait kiffer de ouf. On est sur une histoire justement d'une lapine-garou qui va se retrouver dans le territoire des léopards-garous et qui va être recueillie par l'héritier de ce clan. Et on va avoir une relation entre les deux, puisqu'au début, lui, il va vite comprendre que c'est une garou, mais il ne va pas comprendre comment ça se fait qu'elle reste tout le temps en lapin, qu'elle ne se transforme pas en humaine. Et on va vite comprendre qu'il y a un truc avec leurs phéromones, les siennes sont bloquées et tout et tout. Donc il va rentrer dans un jeu un peu de prédateur-proie pour réussir à la débloquer, et on va avoir une relation amoureuse qui va se nouer entre les deux. Mais on a un petit triangle amoureux, même si c'est pas vraiment un triangle amoureux, puisque là on a un petit rival qui est de plus en plus là, et qui là va vraiment vouloir justement prendre de la place, le lion-garou, qui va vouloir venir un petit peu récupérer le cœur de la lapine-garou. Et là en fait on a les deux grands-parents, là on a le grand-père du léopard-garou, et là on a le grand-père du lion-garou, qui sont en mode comment ça se fait que nos deux fils qui sont héritiers de clan des léopards et des lions sont à genoux devant une lapine. Ce n'est pas du tout normal. Enfin, comme vous voyez, c'est... Non, herbivore, carnivore, proie, prédateur, normalement, elle n'est pas à leur niveau. Et en fait, ils vont vite se rendre compte, enfin, surtout lui, il est déjà gaga d'elle, mais lui, il va vite se rendre compte que cette lapine, elle a quelque chose quand même. Et bref. J'aime beaucoup parce qu'aussi, la relation justement entre le léopard et la lapine, là, il y a des secrets qui sont révélés, qui, du coup, il y a des actions qui prennent beaucoup plus leur sens pour la protagoniste. Elle comprend un peu mieux les réactions du léopard. Donc moi j'aime bien, je trouve ça chouette, et je vais continuer évidemment à fond les barres. J'ai vu ça dans les nouvelles sorties, donc je me suis dit je vais le prendre pour la librairie, et puis je vais l'emprunter, comme ça je vais le lire, et dès le lendemain je pourrai le ramener, ni vu ni connu. Donc du coup j'ai pris Seigneur, que j'avais vu sur je sais plus quel compte qui l'avait lu et qui avait bien apprécié, et j'avoue que moi aussi j'ai particulièrement aimé. On est sur un roman graphique, comme vous pouvez le voir, où en fait on a transposé notre monde avec une Transylvanie. Donc on a, si vous voulez, la différence entre les hommes et les femmes, mais qui là sont représentés par les vampires et les humains. On est dans un monde où les vampires ont toujours gouverné, et là, depuis quelques décennies, il y a une soi-disant égalité entre les vampires et les humains, même si, il ne faut pas se mentir, les privilèges accordés aux vampires sont encore extrêmement là, et qu'il y a extrêmement de discrimination. On va suivre du coup les trois humains qui sont en colocation. On va suivre d'abord ce garçon qui lui va se faire agresser par un vampire dans la rue, et donc on va avoir toute la question évidemment des agressions sexuelles et tout ce qui s'ensuit, puisqu'il va se faire mordre
et certains ne vont pas le croire, d'autres vont le croire, d'autres vont lui dire oui mais est-ce que tu l'as pas cherché, tu te trimballais comme ça la nuit, le coup découvert, vous voyez toutes les sortes de réflexions qu'on peut se prendre quand on est une femme et par exemple qu'on porte une jupe euh, ou des talons aiguilles. On va avoir celle du milieu qui du coup elle a une espèce de colère en elle parce que justement elle va être virée parce que elle n'est pas assez docile pour une humaine, donc ils vont pas apprécier ça et elle va se rendre compte que dans sa propre famille, puisque elle a une mère humaine et un père vampire, et bien en fait tout n'est pas forcément tout rose et là aussi elle va se rendre compte que des choses ne vont pas dans sa propre famille et elle va devenir de plus en plus militante. Et enfin, on a cette dernière ici, qui elle a un cas un peu particulier parce que c'est justement une humaine qui arrive un petit peu à s'en sortir dans le monde des vampires, puisqu'elle a un poste à responsabilité dans une entreprise qui est massivement quand même contrôlée par des vampires. Ils ont leur quota d'humaines justement parce que elle est là, donc elle sert un peu de bouche-trou, mais elle est très contente de son poste, donc elle ne voit pas vraiment les choses de cette manière-là. Et puis elle va aussi avoir une relation avec une vampire, donc en plus on a de la représentation queer, donc ça j'ai trop kiffé, je peux pas vous dire comment. Mais, mais voilà, j'ai énormément aimé parce que du coup, on est sur tout ce qui est les préjugés, les amalgames, mais en même temps la dénonciation évidemment de tout ce qui est la société patriarcale. D'ailleurs, elle le dit bien, à plein de moments, elle fait des références à des personnes ou des faits qui ont vraiment existé. Par exemple, à un moment, on a une personne publique, une actrice, qui va être accusée d'agression, d'avoir mordu des gens justement sans leur consentement. Et eh bien, il va y avoir l'empereur de ce pays qui va prendre la parole en disant que c'est une actrice qui a comment on dit ça, contribué à l'art du pays, tatati tatata, donc il ne remet absolument pas en question son talent malgré tout ce qui pourrait lui être reproché. On a justement le parallèle qui est fait avec l'allocution de Macron envers Depardieu, comme quoi malgré qu'il aurait fait des agressions, c'est un homme qui a fait énormément pour l'art français, donc entre guillemets, on passe sous le tapis les mauvaises actions de l'homme parce que, voilà, différencier l'œuvre de l'artiste, enfin, vous voyez un peu ce genre de débat. Et donc, j'ai beaucoup apprécié parce que justement, on a énormément de parallèles comme ça, des petits clins d'œil qui sont faits à des choses réelles. À un moment, il y en a un justement qui dit oh, il y a morsure et morsure, comme par exemple dans le dans le procès Pellico où il y a un avocat qui avait dit oui bah il y a viol et viol, bah non en fait gars non. Bref, donc moi j'ai énormément apprécié et j'avoue que ouais c'est bien fait en fait. Là, justement la métaphore, l'analogie, je sais pas le terme, la comparaison, quel mot il faut utiliser, mais j'ai énormément apprécié parce que c'est brillant. Donc voilà, je vous ai parlé de mes dernières lectures et je pense que je vais arrêter le vlog là parce que normalement il va être forcément assez long vu tout ce que je vous ai montré comme lecture que j'ai fait récemment. Et puis je vais en commencer un deuxième parce que je continue à dégommer ma palle et surtout mes suites de séries pour le challenge de Elise de Book and a Cup. Donc voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment en regardant cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, un petit like, ça aide énormément pour le référencement. Si vous voulez laisser un petit commentaire, c'est pareil, ça aide aussi énormément. Vu mes deux dernières lectures, vous pouvez mettre soit des petits lapins, soit des petits chauves-souris ou des petits vampires si vous trouvez les émoticônes, si vous ne souhaitez pas mettre un commentaire construit ou me parler tout simplement de vos dernières lectures, c'est aussi possible. Si vous voulez me soutenir, évidemment, n'hésitez pas à aller faire un petit tour en barre d'informations. Je vous mets les liens parce que je suis aussi autrice. J'écris de la romance et de la romantaisie. Et puis évidemment, moi j'espère que tout se passe bien pour vous, que vous passez un bon moment, que vous faites de bonnes lectures. Et je vous fais tout plein de gros bisous.